Il va y avoir à un moment quelque chose qui va devoir faire sens pour les individus sans que ce soit matériel et permettre de faire société sans que ce soit nécessairement une course à l'accumulation. Voilà. Et ce travail-là, aujourd'hui, il est à trop bas bruit pour qu'il nous permette vraiment d'aller à la bonne vitesse dans le défi qui se présente devant nous. Et ce travail-là est probablement, enfin il n'est pas probablement, il est certainement aussi important que le débat sur les éoliennes, le nucléaire ou je ne sais pas quoi, parce que aucune marge de manœuvre technique ne résoudra notre problème tant que nous avons cette envie d'accumulation sans limite dont on n'arrive pas à se débarrasser. Vous faites la proposition d'un programme de transformation de l'économie française, vous l'appelez comme ça. Quel regard portez-vous sur la manière dont les processus de planification en particulier, leur contenu sont aujourd'hui déployés dans notre pays? Voilà, il y a une planification écologique qui a été conçue, dont la mise en œuvre est en cours, notamment sur les territoires. Tout ça n'est pas très simple. Voilà, quel regard portez-vous là-dessus par rapport aux préconisations que vous avez pu faire en la matière? Alors la planification est quelque chose qui a toujours eu lieu dans notre pays à des degrés variables. Lors de la reconstruction, pour prendre des époques qui ne sont pas trop anciennes, il y a eu une planification extrêmement forte qui était née à la fois des nécessités du moment, parce que l'État avait une main très présente sur les opérations et on n'allait pas laisser au marché privé le soin de reconstruire les chemins de fer, les routes, le réseau électrique, etc. Donc l'État a énormément planifié sur des objets qui étaient extrêmement concrets. Par ailleurs, on était quand même en cogestion avec les communistes, fruit de la résistance. Donc il y avait aussi cette filiation-là de la planification qui était très importante et qui a été par la force des choses moins importante dans d'autres pays européens qui n'ont pas connu le même destin juste après-guerre et en tout cas qui n'ont pas été libérés par la même coalition. Et enfin, on a une tradition jacobine centralisatrice dans notre pays qui s'accommode très bien aussi du fait qu'il y ait un État qui décide de beaucoup de choses et donc en particulier d'un horizon long terme et d'une planification long terme. Et on a toujours eu de la planification. Tous les documents d'urbanisme, par exemple, sont des documents de planification. Les documents il y a toujours eu une planification sur les transports, par exemple, etc. Alors, il est clair que dans les quelques décennies que nous venons de connaître de mondialisation libérale heureuse, on a eu tendance, même en France, à en faire de moins en moins. En gros, quand tout va bien, les horizons de temps se raccourcissent. En gros. Et puis là que maintenant les choses recommencent à aller pas très bien, eh bien on redécouvre la vertu des horizons de temps un peu plus longs et donc de la nécessité de planifier les choses. Et planifier a notamment une vertu, c'est que ça permet de gérer ex ante les effets d'éviction. Quand vous ne planifiez pas, c'est le marché qui gère les effets d'éviction. Et cette gestion, c'est-à-dire les concurrences qui n'arrivent pas à trouver de solution où tout le monde a ce qu'il veut, et ces effets d'éviction peuvent être particulièrement violents. Bon. Quand c'est planifié, en général, c'est built-in, c'est construit, c'est à l'intérieur. Le raisonnement même intègre ces effets d'éviction et permet normalement que les choses se passent mieux. Alors comme c'est un processus qu'on redécouvre dans notre pays, parce que les heures glorieuses du commissariat au plan et de la DATAR sont loin, eh bien, ça ne va pas sans un certain nombre de ce que vous appelez des complexités et de ce que moi j'appelle des frictions ou de l'apprentissage, c'est-à-dire le fait qu'il faut se remettre à un truc qu'on avait oublié et ça nous enquiquine parce que tous autant qu'on est, quand on se rajoute un élément nouveau dans la corbeille, ça nous enquiquine, ça nous fait un quotidien un peu plus compliqué et en général on n'aime pas ça. Après, je ne suis pas suffisamment dans le secret des dieux, ou dit plus précisément, je n'ai pas suffisamment l'œil sur ce qui se passe dans les collectivités locales pour savoir jusqu'où est-ce que c'est un problème, pas un problème, est-ce que c'est bien accepté, pas bien accepté, etc. Ce que je sais, c'est que nécessairement, ça vient changer des habitudes. Et changer des habitudes, ça va nous emmener sur votre quatrième question, parce qu'en fait, c'est ça le sujet. C'est quelque chose qu'on aime bien quand on l'a décidé, mais qu'on n'aime pas quand c'est les autres qui nous l'imposent, en général. Et donc, la planification, il y a quand même une petite partie où c'est les autres qui vous disent bah, « maintenant, on va faire comme ça, on a un peu changé les règles du jeu. » Et donc, vous êtes sûr, ça serait quand même pas plus mal de faire comme on faisait avant, quoi. Voilà.
Okay. Il faudra voir l'usage. Ce qui est sûr, c'est que si je regarde le secrétariat général à la planification écologique qui a été mis en œuvre, il était beaucoup plus en cours au moment où il a été installé et du temps d'Elisabeth Borne qu'il ne semble l'être aujourd'hui du temps de M. Attal, qui n'a pas l'air de manifester pour ce genre de sujet une attirance particulière. Vous évoquez la lutte entre le striatum et le contexte préfrontal, si j'ai bien compris, qui renvoie, c'est une donnée presque anthropologique, qui renvoie à notre rapport finalement à la satisfaction et entre autres à la consommation. Ça me paraît intéressant d'abord, et ma question c'était, voilà, est-ce que vous avez des propositions par rapport à ça? Je sais que vous en avez une, c'est que vous appelez le contraire de l'écologie punitive, hein, pour faire des choses qui satisfont et qui vont dans le bon sens, dans le sens recherché. Mais voilà, comment cette chose-là, vous l'appréhendez au-delà de l'avoir mise noir sur blanc et de l'avoir fait apparaître dans le débat? Alors, il y a quelque chose que j'ai coutume de dire souvent maintenant dans mes interventions, c'est que si on a pendant 2 siècles carboné l'économie, puisqu'il y a 200 ans, nous étions dans un monde essentiellement renouvelable. Et donc, pendant 2 siècles, on a essentiellement passé notre temps à carboner l'économie. Alors, si on l'a fait, c'est qu'on l'a fait parce que ça correspondait à des envies profondes des bipèdes que nous sommes. Et on a en particulier une envie profonde, qui est une envie biologique. Alors dans Le Monde sans fin, on l'a incarné sous forme du striatum. Personnellement, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas neurologue, je ne suis pas etc. Donc je ne sais pas si c'est le striatum ou pas le striatum. Et à la limite, je m'en fiche un peu. Il y a quelques personnes qui ont dit « Ah, mais en fait, ça ne serait pas le striatum, etc. » La personne qui en a parlé raconte n'importe quoi. Très honnêtement, je m'en fiche un peu parce que le comportement que je vais décrire maintenant, lui, il s'observe vraiment dans la vie réelle. La quasi-totalité des êtres vivants partagent une caractéristique qui est d'économiser le plus possible leurs réserves d'énergie parce que c'est un mode de survie pour faire face à l'alimentation aléatoire et au fait d'échapper au danger quand on est un animal. Donc on accumule des réserves et on en accumule autant qu'on peut. Que ce soit l'arbre ou que ce soit votre chat qui roupille toute la journée ou que ce soit nous, on accumule des réserves parce que ça permet de faire face à des périodes où on n'aurait pas à manger ou pas assez à manger et parce que ça permet éventuellement de faire face à un danger, comme par exemple échapper à un prédateur. À ce moment, il faut être sûr d'avoir suffisamment d'énergie pour courir très vite. Ou si on est soi-même un prédateur, courir très vite pour attraper la proie. Donc en fait, on a besoin d'accumuler des réserves. Et nous avons également besoin, depuis que nous sommes des civilisations des moyennes latitudes, on a besoin d'accumuler des réserves pour passer la période où il ne pousse rien. Donc on a besoin d'accumuler l'été, de la farine, enfin du blé, du foin, etc., pour être sûr qu'on va passer l'hiver. Et vous vous rappelez de cette vieille maxime qui n'existe plus aujourd'hui, mais il ne passera pas l'hiver. Bon, il fallait passer l'hiver. Du coup, des siècles et des millénaires, ou des dizaines de millions d'années du reste, puisqu'on partage ça avec l'essentiel des êtres vivants, ont fait de nous des animaux paresseux et accumulatifs par nature, globalement. Hein. Donc si on peut en avoir le plus possible en se fatiguant le moins possible, on prend. Et c'est ça que les combustibles fossiles nous ont amené. C'est d'en avoir le plus possible en se fatiguant le moins possible. Et je ne sais pas si c'est le striatum ou pas le striatum, mais c'est comme ça qu'on se comporte en pratique. Et la dernière chose que là, pour le coup, on ne partage pas nécessairement avec les arbres ou avec les rorquals, c'est que nous sommes des animaux sociaux. On vit en groupe. Et dans le groupe, les éléments de statut sont importants parce qu'ils sont marqueurs de notre place dans la hiérarchie et notre place dans la hiérarchie nous confère des avantages. Voilà. Si les éléments de statut n'avaient aucune importance, vous ne seriez pas sénateur, je n'aurais pas fait l'école polytechnique et tous les gens qui vont nous regarder n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait et Porsche ne vendrait pas une voiture. D'accord ? Donc les éléments de statut, c'est également quelque chose qui est un moteur du comportement humain et avec les combustibles fossiles, chacun a pu augmenter son statut ou en tout cas penser qu'il allait pouvoir l'augmenter. Puis une fois qu'il y en a un qui a commencé, les autres suivent. Voilà. Ce qui veut dire que le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes dans cette affaire, c'est un travail sur les signes statutaires. Qu'est-ce qui fait qu'on est bien considéré par le groupe ? Alors il y a eu des époques où ce qui faisait qu'on était bien considéré par le groupe n'était pas nécessairement monétaire ou matériel. Par exemple les moines, par exemple le clergé, il avait des signes de reconnaissance de la part de la population qui n'étaient pas liés en théorie, je dis en théorie, à ses possessions matérielles, même si les moines cisterciens ont partiellement démenti cette affirmation.
il y a également donc en fait l'auteur là auquel on fait appel dans Le Monde sans fin, là, Sébastien Boller, il a commencé par faire un bouquin sur le striatum auquel il impute lui nos comportements un peu animaux, notre envie d'accumuler, etc. Puis ensuite il en a fait un, je me suis dit, il faut quand même pas désespérer Billancourt, donc il en a fait un deuxième qui s'appelle Où est le sens, dans lequel il dit non mais rassurez-vous, il y a quand même une superstructure dans le cerveau qui contrôle un peu tout ça et qui lui fait qu'on a besoin de sens. Alors le sens, c'est les habitudes dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi le fait d'avoir, c'est ce qui fait aujourd'hui l'engagement. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui s'engagent aujourd'hui? C'est parce que le sens est également quelque chose qui est important pour nous. Et ce qu'il va nous falloir faire comme travail sur nous-mêmes aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver du sens et à trouver de la satisfaction, parce qu'effectivement, je crois que ce qui nous fait avancer fondamentalement, c'est des sentiments positifs, c'est pas des sentiments négatifs, sauf pour quelques tueurs psychopathes, mais enfin, on n'a pas envie de leur ressembler. Et il va nous falloir trouver des sens dans des choses qui sont compatibles avec la sobriété. Voilà, c'est ça le travail qu'il va falloir qu'on fasse sur nous-mêmes. Et ça va être un travail qui va être pas simple. C'est un travail qui ne relève absolument pas des ingénieurs que je représente. Absolument pas. C'est un travail qui ne relève raisonnablement pas des scientifiques des sciences dures, qui sont ceux qui étudient le climat, etc. Ça relève d'autres débats. Voilà. Et c'est cette place que pendant longtemps la religion a occupée dans nombre de pays, et occupe encore dans nombre de pays, mais beaucoup moins, donc ça c'est un fait anthropologique bien connu, hein, beaucoup moins dans les pays occidentaux, à part chez les républicains américains. Et c'est il va falloir, alors je ne dis pas qu'il va falloir retrouver un fait religieux, mais ça y ressemble. Enfin, il va y avoir à un moment quelque chose qui va devoir faire sens pour les individus sans que ce soit matériel et permettre de faire société sans que ce soit nécessairement une course à l'accumulation. Voilà. Et ce travail-là, aujourd'hui, il est à trop bas bruit pour qu'il nous permette vraiment d'aller à la bonne vitesse dans le défi qui se présente devant nous. Et ce travail-là est probablement, enfin il n'est pas probablement, il est certainement aussi important que le débat sur les éoliennes, le nucléaire ou je sais pas quoi, parce que aucune marge de manœuvre technique ne résoudra notre problème tant que nous avons cette envie d'accumulation sans limite dont on n'arrive pas à se débarrasser.